Donc voici la deuxième vidéo que je consacre à la fantaisie impromptue. J'essaye de trouver le sens de la phrase dans ce do dièse mineur qui me fait penser à l'eau, comme la sonate au clair de lune de Beethoven fait penser à quelqu'un qui marche au bord de l'eau. La seule différence qu'il y a dans le climat, c'est qu'il est parfaitement tragique dans la sonate au clair de lune de Beethoven. Je vous rappelle qu'il y a deux références dans ce morceau-ci. C'est la sonate au clair de lune de Beethoven en do dièse mineur et l'impromptu de Moscheles en mi bémol majeur. Allez réécouter ma première vidéo de ce matin afin de connaître le lien entre Beethoven, l'Angleterre, Moscheles, la baronne d'Este à qui est dédicacé ce morceau, qui était sans doute une élève de Moscheles à Londres, et que sans doute Moscheles présente à Chopin à Paris. Et puis alors, Chopin devient le professeur en toute amitié, sans rivalité par rapport à Moscheles, il devient le professeur de Madame la baronne d'Este. Entre-temps, Beethoven décède. Les éditeurs s'emparent de la sonate au clair de lune, évidemment. Et donc, sans doute que la baronne d'Este avait quelques difficultés à maîtriser la technique du troisième mouvement de la sonate au clair de lune. Sans doute qu'elle essayait de jouer l'impromptu en mi bémol majeur de Moscheles, et que Beethoven, et que Chopin, de façon ludique, a créé ce petit exercice pour lui faciliter son apprentissage dans ces deux œuvres-là. Donc, je donne plus de détails dans ma première vidéo. Donc maintenant, je dois trouver comment, en sachant tout ça, comment je vais articuler, surtout en sachant l'importance que Chopin attachait à la souplesse de la main, comment je vais articuler ma main droite, parce que je n'en trouve pas le sens si je la joue de façon linéaire. Si je la joue de façon linéaire, c'est pas beau. Non. C'est pas Chopin, ça. Ça serait Moscheles. Parce que dans l'impromptu de Moscheles, c'est très linéaire. Alors, il faut savoir que dans une 2-2, des doubles croches ont en fait la durée d'une triple croche, puisque tout est divisé par 2. Et que la triple croche, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, elle sert à bien balancer les tris et les mordants. Donc, je vais créer 4 doubles croches, mais pas comme je les vois. Je vais faire mon mordant avec la première du groupe suivant, ça va faire 4. Et puis je vais respecter ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête exprès. Hein. 1. Je remonte. Je m'arrête exprès pour que vous entendiez bien quelle est la quatrième note que je choisis. Et donc je prends cette option-là parce que ça va me donner une énorme liberté dans la main. Ça va me permettre de jouer avec des doigts pliés, donc avec la pulpe du doigt, et donc d'avoir le jeu perlé. Oui, que sinon je vais être prisonnière d'un gant. Dans mon grand legato. Et donc je vais travailler avec des doigts plats. Voilà. Donc jusqu'à présent cette approche, cette logique me plaît bien. Et en plus dans cette logique-là, dans mon mouvement ascendant, ma quatrième note, elle est descendante. Et dans mon mouvement descendant, j'ai de temps à autre une note remontante. En choisissant comme quatrième note la première du groupe suivant. J'espère que vous comprenez mon explication. Bon. Donc je vais tout travailler comme ça jusqu'au passage où on va tantôt articuler en bas et tantôt articuler en haut. Ça c'est assez connu, théoriquement vous devez repérer
repérer ces endroits-là. Bon. Je n'ai pas envie de perdre la liberté que j'ai acquise dans tout mon perlé, là, hein, dans ce passage-là. Donc, agitato me donne une grande possibilité d'interprétation. Alors, je vais faire... Parce que dans agitato, on peut lâcher plutôt la dernière note d'une mesure. En fait, si vous connaissez le terme le coulé, un coulé, c'est une petite liaison sur deux notes. On appuie la première, mais on lâche la deuxième. Et il y a une théorie musicale importante qu'on n'enseigne plus, mais qu'il faut savoir, c'est que les deux dernières notes d'un legato forment toujours coulé. Les deux dernières notes d'un legato forment coulé. Donc, mes deux premières, mes deux deuxièmes. D'accord? J'exagère, hein, parce que je suis encore libre de ma main gauche. Donc j'exagère exprès pour vous montrer que ce jeu, que cette option que vous choisissez de vous approprier ça d'après les connaissances que vous avez glanées autour de la genèse à cette heure-là, va vous donner une énorme liberté de la main, donc un très beau jeu. Maintenant la main gauche. Alors, la main gauche, encore une fois, il n'y a pas de raison que ma main gauche soit prisonnière d'écartement à la base des doigts. Donc, je me souviens, donc, parce que je l'ai quand même, j'ai ébauché des approches successives pendant ma vie de cette heure-là. Je me souviens d'avoir étudié Cortot, qui propose dans une des études de l'opus 25 de Chopin, un 4, 3, 4, 3. Et ça, c'est excellent pour faire ici. Alors, on travaille comment? On ne s'occupe pas de la première. La première, il faut vous dire dans la tête qu'elle ne fait pas partie du reste. Donc, celle-là, vous la lâchez, vous tenez la pédale droite. Après, il faut travailler comme ça. 3, poser, photographier avec les yeux. 4, poser, plier surtout pour la force, et mi. Et ce 4 devient 3 pour reprendre le Do. Donc quand je pars du Do, j'ai 3 en première position dans la montée, j'ai 4 dans la descente. Et quand je pars du Mi, j'ai 4 dans la montée, j'ai 3 dans la descente. Ça, vous devez bien passer 2-3 fois un quart d'heure là-dessus pour que... Parce que ça donne une grande stabilité. Donc ça, je ne stabilise pas. 3, 4. C'est ça que je stabilise. Je stabilise pas. 4, 3. C'est ça que je stabilise. Et c'est pas celle-là. Encore une fois, je décale tout d'une unité. C'est la liberté que je prends. Mais ici, c'est une question de technique pour bien muscler les doigts et les intervalles. Donc, vous travaillez toute votre main gauche comme ça. Après, vous devez découvrir les beautés cachées de votre... Oui, il y a un problème que j'ai déjà vu et qui est tentant. C'est qu'à un moment donné, on est ici et on a envie de faire ça. Non. Pourquoi non? Si je prends des options, je pourrais prendre la liberté de ça. Mais je me dis toujours que dans une œuvre où la main gauche est toujours identique, avec un doigté sans jamais tourner en ajoutant un doigt, il n'y a pas de raison qu'à une exception, parce que c'est plus confortable pour moi, je fasse ça. Donc, dans votre déplacement, venez ici. Avec 4 ou avec 3. Évidemment, si vous ne le faites pas là, vous allez être coincé ici et c'est pas dit que votre doigt va bien glisser. Donc c'est ici que vous venez dans le cœur du piano pour l'attraper. Voilà. Donc
ça, ne vous laissez pas guider par la facilité. Là, obligez-vous à toujours mettre votre main dans le même sens dans tous les accords de la main gauche. Voilà. Donc je ferai encore au fur et à mesure que j'avance dans cette œuvre-là, je vous ferai des vidéos. Alors, oui. Bon, allez, allons-y. Voilà. Ça, c'est si vous avez déjà fait quelquefois des triolets dans Debussy, dans Rachmaninov, dans des autres œuvres de Chopin, vous devez bien vérifier que la dernière qui correspond à chaque triolet vienne après la dernière du triolet. Parce que dans ce morceau-ci, ça va être vite le contraire. Donc, c'est ma troisième. Il faut que mon sol soit après et pas l'inverse. C'est parce que sinon vous allez tout à fait décaler toute votre phrase. Donc et pas. Et vous voyez que vous allez tomber dans ce piège-là. Hein, on ne s'est pas échappé. Donc ça, vous devez voir pour vite corriger. Donc c'est. Comme je n'ai pas de première, elle sera toute seule. Oui. Même chose ici. C'est après celle-là, c'est celle-là. Ça c'est juste. Et ça peut pas être. Vous voyez la différence? C'est pas la dernière du triolet qui est après la dernière double croche de chaque groupe. C'est la dernière de chaque groupe qui est après la dernière. Donc, je le refais une fois bien. Ensemble. Bon, je change exprès le rythme en jazz pour que ça rende bien hein, ce qui est ensemble et ce qui est séparé. Donc ça, vous travaillez comme ça d'abord. Et après, il faut cette vitesse-là. Pour faire le perlé de la main droite. Donc, vous ne saurez jamais avoir ce perlé de la main droite à cette vitesse-là. Ça ne donne peut-être pas de stress pour vous, mais ça n'est pas bon de rester à cette vitesse-là. Il faut vous forcer à aller plus vite. Mais d'abord, bien vérifier ce que je vous ai dit, que la dernière soit après. Et après, n'ayez pas peur d'aller vite. Pour ça, il faut bien travailler votre main gauche toute seule, hein, que vous ne deviez plus la lire, qu'elle soit dans votre mémoire automatique. Donc, c'est très important de bien travailler votre main droite pour la mémoriser. Et la main gauche pour la mémoriser. Après, vous travaillez ce pénible apprentissage de mettre les doubles croches sur triolet. Hein. Et puis ne restez pas dans la lenteur, alors allez tout de suite dans un mouvement rapide. Voilà, bon week-end, merci beaucoup.